vais demander à Monsieur Stéphane Desormeaux de venir nous parler de sa conduite à tenir devant les traumatismes thoraciques. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler des conduites à tenir devant les traumatismes thoraciques, plus spécifiquement dans le rugby, puisque c'est le sport dans lequel je m'occupe. Donc rapidement, on fera un petit rappel anatomique, un peu d'épidémiologie. Je vous montre aussi rapidement les mécanismes et la classification des traumatismes qu'on peut avoir, vous citer les différentes lésions possibles et ensuite voir comment on peut réagir face aux lésions thoraciques. Donc, ce sera surtout une présentation qui est faite par rapport à ce qu'on peut faire sur terrain, un petit peu moins, enfin même beaucoup moins, dans ce qu'on peut faire en rééducation. Donc très rapidement, juste un petit rappel anatomique pour vous dire que les traumatismes thoraciques ne vont pas intéresser que la colonne thoracique, mais aussi toute la cage thoracique. Donc séparé en deux, avec la paroi thoracique, donc qui va contenir la cage thoracique, avec les côtes et les cartilages costaux, les muscles aussi, donc les intercostaux et le diaphragme qui ferment la partie inférieure de la paroi thoracique. Et tout ça, ça va contenir la cavité thoracique, donc on va retrouver l'appareil cardio-pulmonaire, l'œsophage, la trachée, aussi les gros vaisseaux et les nerfs. Donc le rôle de la paroi thoracique, c'est aussi de protéger cette cavité thoracique, d'en assurer la respiration. Donc avec tous les éléments cités, on peut voir que vraiment le risque de lésion est quand même important et on peut quand même retrouver pas mal de lésions différentes. Donc un peu d'épidémiologie. Donc on retrouve dans le rugby, donc pour le rugby à 7 chez les garçons dans la saison dernière, finalement quand même peu de traumatismes thoraciques, parce qu'entre les joueurs arrière et les joueurs avant, on va retrouver entre 3 et 6% de lésions au niveau des côtes et de la partie supérieure du dos. Toujours dans le rugby à 7, mais cette fois-ci chez les filles, sur la saison 2011-2012 jusqu'à 2018-2019, on va retrouver des chiffres à peu près similaires, qui tournent toujours autour de 4 à 5%. Pour le rugby à 15, cette fois-ci, pour la dernière Coupe du Monde féminine qui a eu lieu en 2017, là cette fois-ci on retrouve même aucun traumatisme chez les arrières, toujours à peu près le même pourcentage, donc 6% pour les avants. Pour le rugby à 15, mais pour les moins de 20 cette fois-ci, pour les Coupes du Monde qui ont eu lieu de 2008 à 2018, pareil, cette fois-ci très peu de traumatisme chez les avants, et toujours aux alentours de 6% pour les joueurs, très peu de traumatisme pour les arrières, pardon, et toujours aux alentours de 6% pour les joueurs avants. J'ai fait aussi un petit peu d'épidémiologie dans les autres disciplines. Alors clairement dans le football américain, il n'y avait pas grand-chose à part des notions sur la commotion et sur les traumatismes au niveau du genou. C'est les seules blessures qui répertorient, il n'y a rien d'autre du tout. J'ai aussi pris des données dans le football australien, donc qui se rapproche pas mal du rugby. Donc ils ne donnent pas leurs chiffres en pourcentage mais en incidence, donc c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qu'il y a par an par rapport au nombre total de licenciés. Donc on remarque qu'il n'y a pas tant de cas que ça. Surtout un petit peu d'entorse costochondrale et quelques fractures de côte sur les deux dernières années. Et j'ai aussi pris des chiffres dans le hockey sur gazon. Donc là, ils ne différencient pas toutes les lésions du tronc. On trouve qu'il y a 7% de lésions du tronc, mais qui doivent être surtout par rapport à la pratique, je pense, des douleurs au niveau du bas du dos et assez peu de lésions au niveau des traumatismes thoraciques. Au niveau des mécanismes, il y en aura deux principaux surtout. Il y aura des mécanismes de compression et des mécanismes plus rapides. Donc on aura une inertie des organes internes. Tout ça, c'est classé selon l'échelle AIS qui va intéresser les blessures du thorax, donc qui est cotée de 1 à 6 en fonction du nombre de lésions et de l'importance des lésions qu'on peut retrouver. Donc les différentes lésions qu'on peut retrouver, il y en a deux types. Celles qui vont vraiment engager le pronostic vital. Donc vous pouvez avoir des obstructions des voies aériennes par traumatisme laryngé ou même parfois aussi, par exemple dans le rugby à cause du protège-dents qui peut être avalé. On va retrouver des pneumothorax sous pression ovaire, des hémothorax massifs, parfois un volet costal, donc c'est-à-dire plus de 3 fractures de côte. Des fractures de vertèbres thoraciques, mais ça reste vraiment très rare, et aussi des contusions cardiaques, voire des ruptures aortiques traumatiques. Il y a d'autres lésions qui seront moins engageantes pour le pronostic vital, donc contusions pulmonaires, donc qui seront dues là plus justement à la vitesse en fait du choc, donc ce qu'on parlait, donc l'inertie des organes. Et on aura aussi donc du coup pneumothorax et hémothorax moins importants, et aussi fracture de côte maximum 3 et fracture du sternum, qui là seront plutôt dues à l'importance de la compression du choc. Ce qui est à souligner, c'est que sur le terrain, c'est vraiment difficile d'évaluer la gravité de la blessure. C'est même impossible de faire la différence entre un pneumothorax très important, voire un hémothorax faible ou un hémothorax plus important. En tout cas, à toutes ces problématiques,
on retrouve vraiment toujours des signes cliniques communs, à savoir une détresse respiratoire et souvent une tachypnée. Vous allez aussi souvent retrouver une tachycardie qui va être assez notable. Et pour le volet costal et la contusion cardiaque, vous retrouverez des douleurs assez importantes. Donc sur le terrain, comment réagir face à ces lésions thoraciques? Si vous voulez vraiment une bonne prise en charge, il faut vraiment qu'elle soit faite rapidement et vraiment immédiate, ne pas attendre. Pour ça, il faut vraiment essayer de connaître un maximum les signes des différentes lésions pour pouvoir justement agir le mieux possible et le plus rapidement possible. En tout cas, si c'est à disposition, dans tous les cas, il faut essayer d'administrer de l'oxygène et emmener le sportif ou la sportive le plus rapidement possible aux urgences. Donc dans le rugby, il y a une méthode d'évaluation qui a été mise en place, donc la méthode ABCDE, qui est vraiment un examen primaire qui se fait sur terrain, où ici on va s'intéresser aux 3 premières parties. Donc la première partie, on va vraiment s'assurer que les voies aériennes de la personne sont vraiment dégagées. Pour ça, on va lui demander juste de nous parler, de lui demander si ça va bien. Avec ça, on va évaluer vraiment déjà s'il y a une réponse verbale et la qualité de la réponse verbale. Et ça va être très important de la réévaluer tout au long de l'examen pour voir si tout va bien pendant l'examen sur terre. On va aussi évaluer la respiration. Important de voir la fréquence cardiaque. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y avait souvent quand même une détresse respiratoire. C'est important de la quantifier. Et aussi de voir si vous avez une expansion thoracique qui est uniforme et qui n'est pas asymétrique, ce qui pourrait signaler par exemple un volet costal. Vous pouvez aussi palper superficiellement la cage thoracique à la recherche de douleurs, donc qui pourrait signifier une potentielle fracture. Sur le terrain, niveau respiratoire, il n'y a rien de plus à faire. Et ensuite, on peut passer aussi un peu à l'examen du contrôle des hémorragies, qui est seulement à faire après les 2 premières parties, sauf vraiment en cas d'hémorragie majeure, qu'il faudra prendre en charge très rapidement. Il faut être attentif vraiment à l'état de choc de la personne. S'il y a vraiment une hémorragie très importante, vous allez avoir des sportifs qui peuvent vraiment un peu perdre conscience, et là l'examen sera vraiment plus compliqué, mais il sera vraiment urgent de prendre la personne en charge. On peut aussi du coup faire un examen des pouls, regarder la couleur de la peau pour voir comment va la personne. Une fois que cet examen est fait, donc il y a un examen secondaire qui sera à faire. Une fois que l'examen primaire aura été refait une seconde fois et que tous les signes vitaux seront stabilisés, donc tous les signes suivants seront plus à transmettre aux personnes qui vont venir prendre en charge le sportif. Donc ce sera plutôt dans un second temps, quand la personne sera plutôt amenée vers les urgences. Le but, c'est vraiment leur donner toutes les informations les plus précises pour qu'il y ait une prise en charge qui soit vraiment optimale. Une fois arrivé aux urgences, que les médecins puissent vraiment utiliser les examens qui soient les plus pertinents possibles pour essayer de retrouver justement les lésions qui sont en cause. Donc ce qui est vraiment important de retenir, c'est que c'est quand même des lésions qui sont rares. Il y a quand même un pourcentage assez faible de lésions de traumatisme thoracique, même dans le rugby. Par contre, ils peuvent vraiment avoir des conséquences très importantes et ça peut vraiment être très grave. D'où l'importance d'agir de façon efficace. Ça permettra aussi de rassurer la personne et de voir que vous gérez la situation. Ne pas oublier que même si on n'est pas trop sûr de nous, c'est que la santé des joueurs prime, c'est vraiment important. Ce matin, on parlait vraiment du nombre de blessures qu'on peut retrouver chez les joueurs, et pourtant on continue quand même parfois à les faire jouer sur le terrain. Parfois, je pense qu'il vaut mieux les sortir, même si c'est pas aussi grave que ce qu'on croit. Et aussi dire que la prévention des blessures a vraiment ses limites, parce que c'est vraiment des blessures qui est impossible de prévenir et qu'on peut pas du tout anticiper. Merci. Merci beaucoup. Merci, Stéphane.